Le fossoyeur. J'ai connu de tout comme patient durant ma carrière de médecin, Nous déclara le vieillissant docteur Lofus. des riches, des pauvres, des gens d'église, des scélérats, parfois les deux en même temps, mais aucun messieurs ne peut à mon sens égaler ce patient à la marotte curieuse que mon mentor d'académie dit avoir traité durant sa jeunesse. Je suis sûr que cela vous laissera dans un coin de votre tête un bon petit récit amusant à raconter, quoique vous serez irrémédiablement déboussolé quand je vous exposerai en face des yeux le bonhomme et sa marotte. Cette histoire s'est étalée sur plusieurs années, mais je vais tâcher d'aller à l'essentiel, car je me doute que vous désirez toutes et tous que je vous parle de cet homme, plutôt que de m'attarder sur l'histoire de la vie ordinaire d'un homme qui a vécu de la Révolution au Directoire, sous le Consulat, l'Empire et le début de la Restauration. Tout ce que je puis dire pour enfin débuter mon récit, c'est que le point d'ancrage de cette histoire avait pour fond de toile la terreur et pour dernier tableau juillet 1815. Dans sa prime jeunesse, mon mentor d'académie, le docteur Edernac, disait avoir eu un patient nommé Louis Guillet. Il était fossoyeur émérite au cimetière des Enracis sur la Terreur, et même bien plus tard. Il avait pris la relève de son père peu de temps après la prise de la Bastille, ce dernier souffrant en effet d'un ulcère à la jambe qui avait nécessité l'amputation à la scie et ne pouvait par conséquent plus exercer son travail et nourrir le foyer. Il arracha donc son fils à ses nuits de maraude avec ses amis, à ses bagarres de rue et à ses rêveries d'une ère nouvelle marquée par la fin de la tyrannie du gros Louis, pour lui tendre la pelle familiale, qui était pour eux le seul véritable étendard de Saint-Michel apportant la victoire, celle qui permettait de remplir sa tâche et de gagner son pain. Son père lui intimait de se contenter de tout cela et d'oublier tout le tourbillon révolutionnaire qui était en cours, quand bien même il était indéniablement historique et entraînant. Les victoires des grands, d'hier ou d'aujourd'hui, disait-il, ne faisaient pas toujours retomber la félicité comme l'eau débordant d'un vase sur les gens du commun. Le mieux, assurait-il, était de vivre humblement de ce que le jour nous donnait, quand bien même le métier de fossoyeur n'était nullement celui d'un trésorier, et que les cadavres ne valaient pas la compagnie d'un ami. C'était malgré tout un métier honnête, qui assure à celui qui l'exerce de quoi nourrir sa famille, de garder sa place dans ce monde malgré les bouleversements, et d'être à l'abri des méchants pourvu qu'on ne se mêle pas de politique. Mais comment aurait-on pu enlever à cette jeune tête de Turc, qui avait plus d'une fois paradé en compagnie de Jean Hibert, le fléau de la Bastille, qui avait transporté dans le tout Paris la tête arrachée du gouverneur de la Bastille? Comment aurait-on pu lui enlever ce désir qui embrassait toute cette jeunesse de prendre également part à cette révolution, ainsi que leur revanche sur l'infortune de la naissance? Néanmoins, il ne put déroger à la relève familiale et à ses obligations. Aussi, il décida que sa vengeance s'exercerait d'une manière beaucoup plus sournoise et délicieuse que l'on pouvait le concevoir. Lorsqu'il prit sa charge en main, tout paraissait normal. À la fin de chaque exécution, il était là, non loin de la guillotine, patient, jamais pressé, silencieux comme une ombre. Il portait aussitôt la lame tombée et la foule en liesse à la vue de la tête du condamné avec une force herculéenne les Maccabées qu'il entassait dès lors dans sa charrette avant de partir une fois toutes les victimes du jour offertes au grand rasoir national qui avait expédié ses gens de l'autre côté de la porte. À bord de sa charrette grinçante, sous le poids des morts, il se dirigeait paisiblement vers le cimetière et tel l'encou les passants qui le voyaient redoutaient d'être un jour passager à bord de sa charrette. Mais pas uniquement pour les raisons que vous pouvez penser logiquement. Une fois arrivé, il se mettait immédiatement à l'ouvrage, creusant lui-même la tombe ou la fosse commune selon le passager à son bord et la quantité qu'on lui avait remise. C'était parfois un véritable travail de castor,
Mais il parvenait toujours à achever son ouvrage. Par temps de pluie, d'hiver ou sous la canicule, rien ne paraissait l'empêcher de creuser puis reboucher avec la même énergie, parfois des mois entiers sans presque aucune pause. Mais ce n'était pas là la chose qui effrayait les patients. Une fois le trou creusé, il déchargeait ses invités, les disposait en ligne devant lui, puis les enterrait nus. Il les dépouillait sans égard ni honte de leurs objets précieux qu'ils avaient souhaité emmener avec eux dans la tombe. Mais le plus amusant pour lui, un amusement qui, lorsqu'il reluquait les cadavres sans vie, le faisait sourire à pleines dents, c'était de dérober son linge au mourant avec lequel dorénavant il s'habillait. Et son plus grand plaisir était pour lui de parader le dimanche sur les Champs-Élysées avec divers morceaux arrachés à ses victimes, brandis à la face de tous comme un étendard ou des décorations militaires. On avait pu le voir le dimanche 6 avril 1794 parader, l'air fier comme un dandy, canne à la main, vêtu d'un manteau noir pris au cadavre de Danton, une chemise à jabot appartenant à Séchelles et une culotte de Camille Desmoulins qui avait été exécutée la veille. Il avait arpenté l'avenue en sifflant Pépouze, saluant de son chapeau de forme les dames qu'il croisait, et à vanter la beauté du jour, ainsi que de porter des beaux habits dont tout le monde savait avec dégoût la provenance. La mort et le respect que l'on doit par les traditions et les lois à ceux qui ont quitté le monde des vivants, tout cela ne voulait rien dire et ne valait pas mieux que la poussière sur ses bottes. Malgré toute l'horreur qu'il inspirait, nul citoyen n'aurait daigné lui ordonner de cesser cette marotte horrible, car exactement moulé dans le patron d'argile de cruauté de l'époque, son inhumaine envie de dépouiller les cadavres était plus vue par les têtes pensantes de la Convention comme la dernière injure parfaitement légale envers ces traîtres à la nation, et qui n'offensait personne, sauf ceux qui avaient des choses à cacher en les prétendant innocents. Lorsqu'on marche en forêt, disait-il, on ne se soucie pas des insectes qu'on écrase, et encore moins d'une menace de vengeance de la part des autres. On peut craindre les frelons, mais ces derniers, comme les grands, préfèrent la défense plutôt que l'attaque. Alors ils bourdonnent en meute, mais dans les faits ne font rien. Des curés, comme des nobles qui étaient restés en France et qui faisaient profil bas, tentèrent auprès des tribunaux d'obtenir la fin des actes de ce profanateur qui ne réfutait rien, mais qui, pire, affichait à la vue de tous sa macabre besogne. Mais les jurés, face à cela, se firent muets, car hantés eux aussi par la crainte de finir à la guillotine et par leur haine des rejetons de l'ancien ordre, ils firent traîner les potentielles accusations à témoins ou prétendirent que le fossoyeur en question n'était pas celui qu'on accusait et que plus de 30 témoins pouvaient le prouver. Pour les ultra-révolutionnaires, c'était presque un exemple à suivre, qui amena notamment certains ambitieux de la commune de Mont-sur-Coq à profaner en bande l'entièreté du caveau familial des barons de Ribontoise, pour s'emparer des éventuels trésors ensevelis avec eux. Et l'action avait fait un tel tintamarre qu'on avait dû envoyer la garde nationale pour mettre fin à tout ça, quand bien même l'homme qui avait non intentionnellement fourni ce casus belli à ses pillards ne fut jamais inquiété par une quelconque action de la justice. Car pour tous ces bureaucrates, c'est l'accomplissement de la tâche qui incombe, peu importe la méthode. Et ils sont si ancrés dans leur texte de loi rigidement insensibles et incapables d'envisager l'horreur qui tapit, sommeille avant de détruire, qu'ils n'envisageraient pas du tout qu'un homme seul soit capable d'une telle infamie, quand bien même ils devaient eux aussi leur place et leur bonne grâce à des actions de cruauté inimaginables. Aussi notre petit fossoyeur continua à flâner et à dépouiller tranquillement chaque corps placé sous sa garde, augmentant à la fois sa réputation du meilleur fossoyeur de Paris, ainsi que la taille de sa garde-robe devenue presque un trésor de musée.
La comparaison est juste, car avec le temps et tous ses corps dépouillés, il avait accumulé un joli magot de bijoux en tout genre, des alliances, des boucles d'oreilles, des bracelets, des colliers qu'il revendait ensuite à des receleurs contre des sommes coquettes qui lui avaient permis de s'acheter un appartement place des Fédérés, aujourd'hui place des Vosges, que jamais on n'aurait cru le voir posséder au vu de sa profession. Parfois, il invitait des amis et des gens de la bonne société à venir dîner dans un salon qui était surplombé de crochets auxquels pendaient comme les carcasses d'un boucher les vêtements qu'il avait pris à ses clients et dont il aimait se vanter auprès de ces dames mal à l'aise, en décrivant grivoisement avec un sourire carnassier les particularités anatomiques et la disposition d'un ou tel corps qu'il avait entassé d'une manière, disait-il, artistique. Il se vantait par exemple d'avoir pris soin d'enterrer Camille Desmoulins en dernier dans un coin légèrement à l'écart des autres, afin d'y réunir tantôt son épouse. Et lorsque la malheureuse Lucile Desmoulins perdit sa tête, notre fossoyeur, comme promis, la réunissa à son époux d'une façon parfaitement irrespectueuse et sordide. Il avait disposé les deux époux en prenant bien soin de disposer la tête coupée en face du sexe de l'autre personne. Mais je vous épargnerai l'idée écœurante qu'il avait eue en maniant les visages et les bouches, constatant qu'il pouvait encore les faire bouger et ouvrir ou sortir des images obscènes. Cela avait fait grand bruit lors du repas donné. Il y avait eu des vomissures, des évanouissements à cause de sa description presque géométriquement parfaite et imaginable de ce macabre spectacle auquel il se gaussait à s'en décrocher la mâchoire. Sous le directoire, sa manie connut un léger ralentissement, ponctué par les tintamarres cette fois plus forts menés par des nobles revenus en France, et qui avaient été choqués d'apprendre le traitement de faveur auquel s'était donné le fossoyeur. Mais encore une fois, rien n'advint, hormis quelques tentatives d'intimidation qui durent laisser bientôt place à une forme de clientélisme de raquette, dont le paiement certifié assurait aux morts la dignité, en l'épargnant contre de l'or d'un quelconque outrage. Le consulat, puis l'Empire, remit la machine en route, qui carburait dorénavant aux opposants de l'empereur, qui ne manquaient pas. Il se vantait d'avoir les faveurs du régime, car en se baladant dans la rue avec les vêtements des morts, il incarnait la puissance du pouvoir en place qui surpasse les autres, car les coupables finissaient dans son salon, alors que lui demeurait comme l'Empire. Il insupportait de plus en plus les royalistes cachés, les républicains et les révolutionnaires, car sa façon de défiler avec les habits des défunts était non seulement une offense aux morts, mais elle semblait tacher de boue, de sang et d'autres crasses leurs factions politiques respectives, sans qu'il n'eût à cracher la moindre insulte de par sa bouche. Enfin advint la chute de l'Empire et la chute de notre fripon. Elle dut attendre 1815 pour éclater, mais fut d'autant plus barbare qu'elle était au cœur des autres, un juste châtiment. Les 100 jours venaient de prendre fin, et ce fut le début de ce que l'on a retenu comme étant la terreur blanche. Vous en avez, je pense bien, entendu parler, de ces victimes célèbres, républicaines comme partisans de l'Empire, qui furent sauvagement tuées par des paysans enragés menés par des ultra-royalistes qui voulaient faire payer définitivement les artisans de ces 25 années d'humiliation passées sous le régime de la terreur républicaine ou impériale, qui les avait dépouillés et fait mourir tant des leurs. Au nom et pour la mémoire de Louis XVI et du défunt dauphin, l'apocryphe Louis XVII, il s'était juré de venger dans le sang ce qui avait commencé dans le sang. Or, il advint que ce jour-là, on était dimanche, et comme à son habitude, notre dandy de Charon se baladait sur l'avenue, sadisme ouvert aux inconnus,
vêtu de ses habits du dimanche, pris bien sûr à autrui et dont on supposa qui étaient les propriétaires initiaux après coup. Il portait une redingote de couleur carmin, assortie aux boutons d'or et aux motifs d'abeilles, qui avait appartenu et été prise à un dénommé Carvis, un espion qui avait été chargé par l'empereur de surveiller les agissements de Lafayette qui s'opposait verbalement à son retour. Une chemise blanche et un pantalon de cavalerie dont la poche était brodée par les initiales de son propriétaire, CHDB, Charles-Henri, comte de Barançon, seul officier du 13e corps des dragons qui était sous les ordres du duc de Berry et qui n'avait pas rejoint le roi à Gand et qui avait combattu. Il avait été ramené à Paris pour être jugé pour trahison envers la France, mais devant l'urgence de la situation, son procès avait été retardé jusqu'à ce que la goutte ne l'emporte. Ses bottes, il les avait plutôt volées que prélevées sur un corps, car à demi effacées se lisaient les initiales de Louis-Antoine d'Artois, premier fils de Charles X, et qu'il avait dû voler durant la fuite des Bourbons. Enfin, sur sa tête se trouvait un hardy hat, coiffé d'une plume d'autruche typique de celle qu'arboraient les chouans, et il tenait dans sa main gauche une canne à silhouette de sarment de vigne. Il marchait, fier comme un paon, mais cela fut de courte durée. Lorsque la troupe vengeresse le trouva en pleine rue, on lui donna la chasse à grands cris. Le poursuivant à vive allure comme un renard, il se ruait d'une rue à l'autre, à bout de souffle avant de reprendre sa course, cherchant à égarer ses poursuivants, à ne pas prendre de cul-de-sac ou ne pas tomber sur une autre cohorte de ces enragés qui voulaient sa peau. Il traversa en moins d'une heure, et de long en large, l'entièreté du 8e, 9e, 10e et 19e arrondissement, sans pour autant lasser ses chasseurs de lui foutre la paix, si bien qu'il ne tarda pas à craindre que son épuisement de plus en plus accru finirait par causer sa perte. Alors qu'il fuyait encore, il arriva dans la tristement célèbre rue Monjol, et manqua de tomber d'épuisement. Il n'avait plus rien dans les jambes, et rebrousser chemin signifierait pour lui sa perte imminente. Mais il ne pouvait pas davantage avancer, car la rue Monjol est une impasse sordide d'où l'on ne revient généralement jamais. C'est alors qu'il aperçut une fenêtre ouverte à l'étage d'une maison, et qu'il pourrait facilement atteindre de par les creux profonds dans les murs d'une maison voisine qui pouvait lui servir de prise. Il escalada en vitesse le mur pour se faufiler dans cette pièce et par là même se mettre à l'abri. Il était dans une chambre modeste mais huppée, devant appartenir à une personne aisée, une dame en l'occurrence, au vu de la coiffeuse et des robes qu'il put apercevoir. Il demeura silencieux un instant, écoutant les cris de la rue par la fenêtre qu'il avait pris le soin de fermer à moitié. Et lorsqu'il constata que ses poursuivants avaient pris une autre direction, il soupira et s'affala sur le lit, où il fit un rapide somme. Profitant de l'absence de la propriétaire, il mangea sa faim sans gêne en tapant dans le garde-manger, avant d'envisager de regagner en hâte son logis avant que la meute royale ne lui remette le grappin dessus. Seulement, s'il se pressait, sa personne étant connue de tous, l'on ne tarderait pas, au vu de la haine commune que les gens lui portaient, à signaler sa position et à donner l'alerte. La précipitation, quand bien même elle était impérative, s'il voulait se mettre définitivement à l'abri, n'était pas la solution idéale pour rejoindre sa tanière. Il fallait qu'il puisse passer inaperçu au milieu de cette souricière. Mais comment? Là était la question. C'est alors que son regard se posa sur la coiffeuse et une robe qui était étendue sur un fauteuil, et que lui vint l'idée parfaite pour tromper son monde et se mettre hors d'atteinte. Il enfila la robe de satin, utilisant sa veste carmin en la serrant fort sur le torse pour donner l'illusion d'une poitrine de femme. Et sous un halo de tissu, il couvrait non seulement le décolleté, mais dissimulait ses épaules poilues.
Il s'essaya à faire quelques pas lents pour s'adapter à l'attitude de la jupe bouffante de la robe et pour imiter la démarche d'une dame respectable. Pour son visage, il coupa à l'aide d'un ciseau sa barbe en pointe jusqu'au plus bas possible, puis se poudra comme une marquise afin d'effacer le plus possible ses poils de barbe survivants. Mais malgré cela, l'illusion était loin d'être parfaite. Il s'empara donc d'un éventail posé sur la coiffeuse, le déplia, et constata que porté très proche de la figure, il dissimulait assez bien sa face poilue. Enfin, il mit sur sa tête un bas-volet pour compléter le tableau avant de se diriger vers la sortie. Il quitta avec prudence le quartier, longeant lentement les murs pour guetter chaque bout de ruelle afin de ne pas tomber à nouveau sur ses poursuivants. Mais d'un pas néanmoins régulier, il se hâtait de mettre de la distance sur les rues qu'il venait d'emprunter. Il avait finalement atteint la place de l'éléphant de Bastille qui marquait presque la fin de son périple risqué tant l'ambiance était tendue et sa vie en danger, qu'il vit apparaître devant lui la foule en colère. Il n'avait pas arpenté le tout Paris sans rien faire, uniquement motivé par la volonté de capturer et de rosser notre fossoyeur comme il se devait. Non, ils avaient continué leur vendetta sur des républicains et des bonapartistes clairement trop engagés et voyants, coupables à leurs yeux de la mort de leurs camarades. Mais au fond d'eux, la pensée de retrouver ce maraud de fossoyeur et de lui faire payer ses infamies trottait toujours et fumait comme la cire d'une chandelle en eux. À leur vue, notre gredin se plaqua contre un mur de la rue et les observa, en prenant toujours bien garde de dissimuler sa figure sous son éventail, essayant de se faire tout petit. Peine perdue. L'un des meneurs, un jeune homme vêtu de son habit d'officier d'infanterie, guidait la foule enragée tout en attrapant parfois par la parole ou la force des passants apeurés, afin de les sonder pour savoir s'ils avaient vu ou non notre larron. Il n'y échappa pas, à son grand déplaisir. Mais comme il savait qu'il ne pouvait pas répondre sans craindre de se trahir, il joua à imiter la jeune fille timide et inquiète face à la présence et le caractère énervé de ces hommes en armes. Lorsqu'on l'interrogea, il répondit d'un simple geste de la tête qui d'abord ne satisfit pas le meneur, mais qui répétait avec une certaine élégance et manière manqua de convaincre l'officier de laisser tomber et de partir. Je dis manqua, car un des va-nu-pieds de la troupe enragée crut discerner de trois quarts, malgré la présence de l'éventail, sur les contours le long du visage de cette jouvencelle quelques poils de barbe. Il s'avança brusquement, en sommant verbalement la présumée jeune fille de parler et levant son poing pour l'intimider. Technique qui fonctionna plus que de raison, car sous l'emprise de la peur, le fossoyeur implora pitié d'une voix qui fit perdre à son subterfuge toute sa crédibilité. L'officier arracha l'éventail, et voyant qui se tenait devant lui, cria « Haro !» sur le vaurien. Et l'on se jeta sur lui comme la houle submerge un naufragé. Les lames se plantèrent à l'unisson, frappant, redoublant, replongeant dans la chair sans que le moindre cri de douleur du supplicié ne soit entendu, tant cela fut rapide. On aurait cru revoir sur terre la mort de Caligula, qui hurlait alors que les conspirateurs tels des frelons l'attaquaient « Frappez-moi, je suis encore vivant !» à la différence que la bouche n'émettait nul son, mais que les poignards et sabres dansaient toujours avec la même intensité et vigueur que si le premier coup n'avait pas été donné. Lorsque la ferveur meurtrière s'évapora, avant que de partir, le jeune officier, comme pour apposer sa signature sur le cadavre sanguinolent, mutilé mais pour autant intact en apparence, tant les lames avaient traversé les tissus comme dans du beurre, il dégaina son pistolet et tira une balle en plein milieu du front. Quand, le lendemain, la police royale fut envoyée dans les rues pour mettre fin à ces exactions et rétablir l'ordre, l'on trouva au même endroit dans la rue le cadavre du fossoyeur,
toujours vêtu de la robe qu'il avait volée et baignant dans une mare de sang caillé. Et l'on donna charge à son successeur de l'enterrer au cimetière des Enracis, où il fut enterré avec d'autres personnes dans une fosse commune vêtue pareille qu'on avait trouvé sa dépouille, dans son habit dérobé. Car, à l'instar des profanations auxquelles il s'était livré, la mort s'était de quelque façon vengée, en faisant en sorte qu'aucun linceul ne lui soit offert, de par la quantité de morts cette nuit-là.